Bonjour, Jules Audard, je suis médecin en réanimation au CHU de Clermont-Ferrand et aujourd'hui nous allons aborder différentes notions de physiologie ventilatoire pour dans un second temps mieux appréhender cette entité qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Tout d'abord, il est important de comprendre que la ventilation mécanique est un support permettant la suppléance de la fonction ventilatoire lors d'une défaillance d'organes, qu'elle soit respiratoire, neurologique ou musculaire, en situation pathologique ou lors d'une anesthésie générale par exemple. Elle permet d'assurer l'oxygénation artérielle d'une part et l'épuration de CO2 d'autre part. L'oxygénation artérielle dépend principalement de l'hématose, c'est-à-dire de la capacité du poumon à assurer les échanges gazeux à travers la membrane alvéolo-capillaire, dont l'altération aura pour conséquence une hypoxémie. L'épuration du CO2, quant à elle, est principalement assurée par la fonction de pompe et dépend du diaphragme ainsi que des muscles ventilatoires accessoires. Il ne faut pas confondre l'hypoxémie, qui représente une diminution de l'oxygène artériel, avec l'hypoxie, qui est un problème tissulaire correspondant à une altération de la respiration cellulaire, donc au niveau mitochondrial. En d'autres termes, l'hypoxémie est responsable d'une hypoxie, mais une hypoxie peut être due à un défaut d'oxygénation tissulaire sans hypoxémie associée, comme par exemple dans le choc septique avec un défaut d'extraction tissulaire. Le système ventilatoire est composé des voies aériennes supérieures qui dirigent l'air jusqu'aux alvéoles. Elles ne participent pas aux échanges gazeux, sont responsables d'un espace mort physiologique et génèrent une résistance à l'écoulement des gaz. Elles se terminent sur de nombreuses alvéoles composant le parenchyme, qui lui assure les échanges gazeux. Sa propriété élastique définit la compliance. Enfin, le diaphragme et les muscles accessoires jouent un rôle de pompe, permettant d'assurer la ventilation avec une inspiration active et une expiration passive. Pour bien comprendre la relation entre pression et volume, il suffit de regarder cette courbe. Si on trace une droite entre le début et la fin de l'inspiration, son coefficient de proportionnalité reflète la compliance. En d'autres termes, plus la pression nécessaire à l'obtention d'un volume est importante, plus la compliance est faible, comme on peut le voir au début de la phase inspiratoire, où de nombreuses alvéoles ne sont pas encore ouvertes. On peut calculer une compliance par le rapport entre une variation de volume et une variation de pression. Dans le système respiratoire, elle est le rapport du volume courant sur la pression motrice, c'est-à-dire la différence entre la pression de plateau et la PEP. La valeur de la compliance du système respiratoire dépend de l'élasticité propre de chaque sous-unité et correspond à la somme des compliances de chaque sous-unité pulmonaire. La valeur de compliance globale est donc très fortement affectée par la quantité de volume pulmonaire disponible accessible à la ventilation et varie avec la taille du sujet, mais également avec la quantité de poumons aérés. Par exemple, lors d'une intubation sélective, la compliance est divisée par 2 à cause de l'exclusion d'un des deux poumons. Les valeurs de compliance sont naturellement beaucoup plus petites chez les enfants. Elle peut donner une indication sur la sévérité de l'atteinte respiratoire. Les adultes atteints de SDRA sévères sont caractérisés par des valeurs de compliance ABC qui peuvent être inférieures à 10 ml par centimètre d'eau dans les cas les plus extrêmes. A l'inverse, chez les patients atteints de BPCO, il est fréquent d'observer des compliances augmentées jusqu'à des valeurs de 200 ml par centimètre d'eau. En ce qui concerne les résistances, elles représentent les forces qui s'opposent à l'écoulement. Elles sont calculées par le rapport de la chute de pression entre deux points et le débit d'insufflation utilisé. Dans le système respiratoire, elles sont calculées par le rapport entre la pression max moins la pression de plateau et le débit inspiratoire. En ventilation contrôlée, si le débit est réglé à 60 litres par minute, il correspond à un débit de 1 litre par seconde. Et la différence entre la pression max et la pression de plateau permet immédiatement d'estimer une valeur de résistance en centimètres d'eau par litre par seconde. Chez un patient adulte intubé sans pathologie respiratoire, cette valeur est inférieure à 10, alors qu'elle peut monter à des valeurs supérieures à 20 ou 25 chez des patients souffrant de BPCO, voire des valeurs supérieures à 30 ou 40 chez les patients souffrant d'asthme aigu grave ou chez les nouveau-nés.
Vous connaissez tous la loi de Poiseuille qui définit que les résistances sont inversement proportionnelles au carré de la surface. En pratique, cela signifie qu'une faible diminution de calibre entraîne une grande augmentation des résistances et donc du différentiel de pression pour un débit fixe. Par ailleurs, il faut bien comprendre que la relation entre débit et pression n'est pas linéaire. En d'autres termes, cela signifie que le calcul des résistances varie en fonction du débit. Ceci implique que les résistances doivent être exprimées pour un débit donné et qu'elles ne sont plus valables si le débit n'est pas constant, comme dans les modes en pression. Il est possible de représenter les concepts de résistance et de compliance sur cette courbe de pression en mode volume. Les résistances dépendent des pressions résistives, c'est-à-dire de la différence entre la pression max et la pression de plateau. Du fait du débit constant, les pressions résistives sont identiques tout au long de l'insufflation. Les pressions alvéolaires augmentent progressivement en fonction du volume administré et définissent la compliance. Elles dépendent donc du volume courant, de la pression de plateau et de la PEP. Bonjour, Jules Audard. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë est fréquent en réanimation. LungSafe est une étude de grande échelle qui s'est intéressée au devenir de plus de 2000 patients atteints de SDRA en réanimation et à travers 50 pays. Lorsque l'on regarde la mortalité, quelle que soit la cause du SDRA, celle-ci varie de 30% pour les formes les moins sévères à plus de 40% pour les cas les plus graves. De nombreuses situations peuvent amener à ce syndrome, dont l'ensemble des manifestations cliniques est due à une atteinte pulmonaire. Pour essayer de classer simplement les choses, il peut s'agir d'une atteinte directe ou indirecte. Dans le premier cas, on peut retrouver toutes les causes de pneumopathie, bactérienne, virale, ou encore l'inhalation de liquide gastrique, dont l'acidité suffit à léser chimiquement le poumon. L'atteinte indirecte, quant à elle, semble moins intuitive à appréhender. Dans ce cas, les lésions pulmonaires sont dues à une inflammation importante et systémique, occasionnée par un choc septique ou encore un traumatisme sévère, s'accompagnant le plus souvent de défaillances d'autres organes. On observe alors l'apparition d'un œdème pulmonaire lésionnel qui va altérer les échanges gazeux, ainsi que de la compliance du poumon. Cet œdème est à bien différencier de l'œdème aigu pulmonaire de l'insuffisance cardiaque, qui n'est pas lésionnel, mais plutôt congestif. Si on zoome sur le poumon, l'ensemble des bronches et des bronchioles se termine sur des alvéoles qui constituent l'ensemble du parenchyme pulmonaire. Sur ce schéma, on peut voir qu'elle est constituée d'une cavité qui se remplit d'air à l'inspiration et d'une membrane séparant la cavité et les capillaires. Cette interface est essentielle pour assurer les échanges gazeux, laissant passer l'oxygène et le CO2 par diffusion. La cavité alvéolaire est maintenue ouverte par un film tensioactif tapissant la membrane et qui s'appelle le surfactant. En cas d'atteinte alvéolaire, comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, la réponse inflammatoire, parfois excessive, peut altérer la membrane et ses propriétés. Dans ce cas, on peut observer un œdème comblant l'alvéole, puis s'infiltrant dans l'interstitium, c'est-à-dire entre la membrane et les capillaires pulmonaires. À ce stade, l'air ne peut plus remplir correctement l'alvéole, l'oxygène et le dioxyde de carbone ne diffusent plus jusqu'aux capillaires et l'hypoxémie se majore. Comme il n'existe pas d'outils assez précis et accessibles en routine pour mettre en évidence ces lésions microscopiques, des critères diagnostiques ont été proposés pour essayer d'identifier au mieux ce syndrome. Il rentre dans le cadre de la définition de Berlin, éditée en 2012. Elle propose des critères cliniques, radiologiques et gazométriques, ainsi qu'une notion de temporalité. En effet, les symptômes doivent survenir dans la semaine de l'événement déclencheur, donc de la pneumopathie ou du sepsis. Ensuite, il faut que l'hématose soit suffisamment altéré avec un P sur F inférieur à 300 pour une PEP supérieure à 5 cm d'eau et un degré d'hypoxémie permettant de classer la sévérité. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut éliminer une cause cardiaque exclusive, par une échographie par exemple. Enfin, il faut identifier les opacités pulmonaires bilatérales par des moyens radiologiques comme la radiographie ou le scanner. Le traitement, quant à lui, repose sur deux axes.
Le premier est le traitement de la cause. Il peut s'agir d'un antibiotique en cas de pneumopathie bactérienne ou encore du traitement d'un état de choc, mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Le second, quant à lui, est symptomatique et a 3 objectifs. Assurer l'oxygénation, assurer l'épuration de CO2 et assurer la protection du poumon le temps que ce dernier cicatrise. Le recours à la ventilation mécanique est donc le plus souvent nécessaire, ce d'autant que le retard à l'intubation en cas de détresse respiratoire peut fortement aggraver les lésions pulmonaires. Une fois sous ventilation mécanique, le poumon n'est pas forcément protégé pour autant. En effet, de nombreux mécanismes peuvent aggraver l'atteinte, appelée VILI pour lésion induite par la ventilation mécanique en anglais. Il peut s'agir d'atélectasie ou d'atélectrauma, qui sont dues aux forces de cisaillement lors de l'ouverture et fermeture des alvéoles en cas de PEP ou de volume courant trop faible. A l'inverse, on peut observer des barotraumatismes en cas de surdistension avec des volumes ou des pressions trop importants. Il est donc essentiel d'assurer un réglage optimal du ventilateur, ainsi que de mettre en place une surveillance rapprochée des paramètres ventilatoires. Bonjour, Jules Audard. Bien que le maître mot soit de ne pas être délétère, la ventilation n'est pas toujours facile à régler. Sur ce scanner, on peut identifier 3 zones. Une zone bien aérée, où la compliance est excellente, une zone modérément aérée, où la compliance est un peu altérée, et une zone très condensée, non aérée, où la compliance est quasi nulle. Si on veut réaérer ces zones, condensées avec des pressions élevées, l'air va aller là où la compliance est la meilleure, et donc dans les zones saines que l'on risque de surdistendre. Mais si on veut limiter la surdistension pour préserver les zones saines, qui assurent encore les échanges gazeux, les zones intermédiaires et condensées risquent de s'aggraver du fait des atélectasies. Cette répartition souvent inhomogène rend le choix des réglages souvent difficile, nécessitant des compromis et une réévaluation régulière du fait de l'évolution rapide de l'atteinte. Et cette évolution est d'autant plus rapide à la phase initiale. Dans un premier temps, le patient aggrave sa fonction ventilatoire avec un tableau de détresse respiratoire, des signes de lutte, qui vont encore plus majorer l'atteinte pulmonaire avant l'intubation. L'inflammation déjà importante se majore, accélérant la formation d'œdème, ce qui entraîne une aggravation de la compliance pulmonaire. L'aggravation peut alors se poursuivre malgré des réglages ventilatoires optimaux, avec des lésions induites par la ventilation mécanique, générant de nouveau de l'inflammation. Tous ces mécanismes contribuent à la sévérité de l'hypoxémie. C'est pour cela que les traitements proposés visent principalement ces axes, afin de casser ce cercle vicieux. Bonjour, Jules Audard. Parmi les traitements proposés, certains font l'objet de consensus, appuyés par de nombreuses données bibliographiques, et d'autres sont un peu plus débattus. L'escalade des différentes thérapeutiques se fait selon la sévérité. La base du traitement repose sur la ventilation dite protectrice. Quelle que soit la sévérité, il faut s'assurer d'un faible volume courant afin de limiter la surdistension. Cette notion fait sens si l'on considère que le volume pulmonaire réellement ventilé chez un patient atteint de SDRA est souvent bien inférieur à celui d'un patient sain du fait des nombreuses zones de condensation. Ce volume courant doit être réglé entre 4 et 6 ml/kg de poids idéal théorique et non de poids réel. En effet, entre quelqu'un d'obèse ou de maigre, le volume pulmonaire sera approximativement le même si la taille est comparable. De plus, il faut systématiquement appliquer une PEP d'au moins 5 cm d'eau et probablement plus en cas d'atteinte modérée ou sévère. Dans un second temps, il est possible de proposer des séances de décubitus ventral pour les formes modérées à sévères. Ces séances doivent être prolongées de 12 à 16 heures et répétées régulièrement selon le bénéfice. La curarisation peut également être proposée, surtout en cas de désadaptation ventilatoire, malgré une sédation profonde. Enfin, de façon un peu moins consensuelle, il est possible de réaliser les manœuvres de recrutement alvéolaire afin de réaérer des zones condensées. Cependant, il faut se méfier du risque de surdistension des zones saines en cas d'atteinte hétérogène, au risque d'aggraver le devenir du patient.
Enfin, en situation de dernier recours, on peut proposer l'ECMO. Il s'agit d'une membrane qui oxygène le sang à la place du poumon via 2 canules veineuses aspirant et réinjectant le sang à l'aide d'une pompe. On peut analyser les courbes de pression et de débit en mode volume. Au début de l'inspiration, et donc à l'ouverture de la valve inspiratoire, la pression augmente progressivement tandis que le débit reste fixe ou carré. En fin d'insufflation, la pression mesurée est appelée pression max ou pression de crête et reflète les résistances comme nous l'avons vu précédemment. Par la suite, la valve inspiratoire se ferme et la valve expiratoire reste fermée, autorisant une pause inspiratoire. À ce moment, les pressions alvéolaires et trachéales s'égalisent et la pression de plateau permet alors d'estimer la pression au niveau des alvéoles. Au début de la phase expiratoire, la valve s'ouvre permettant une expiration passive. La phase inspiratoire est donc définie par l'insufflation et la pause téléinspiratoire, et la phase expiratoire par la durée d'expiration. L'air sous la courbe de débit correspond au volume courant. Bonjour, Jules Audard. Quel que soit le mode ventilatoire utilisé, il est essentiel de monitorer ce que l'on ne peut pas régler. Dans un mode en volume, où l'on règle le volume courant, la pression de plateau ne doit pas dépasser 30 cm d'eau. A l'inverse, dans un mode en pression, il convient de s'assurer que les volumes courants soient respectés. Pour bien estimer la pression alvéolaire dans un mode en volume, la pression de plateau dynamique est parfois insuffisante. En effet, si le temps de pause inspiratoire est trop court, la pression trachéale n'aura pas le temps de s'égaliser avec la pression alvéolaire dans l'ensemble du poumon. De ce fait, la pression de plateau ne peut que surestimer la pression alvéolaire. Un moyen simple permettant de mieux estimer cette pression est de réaliser une pause inspiratoire d'au moins 3 secondes afin de laisser le temps nécessaire à l'équilibre des pressions. Du fait de variations rapides de compliance possibles notamment à la phase initiale, il semble pertinent de réaliser cette mesure régulièrement, à chaque tour par exemple, et d'alerter le médecin en cas d'augmentation. Afin de limiter l'hypoxémie, mais également les lésions potentiellement induites par une hyperoxie prolongée, il est important de maîtriser les apports d'oxygène en fonction de l'hématose du patient. Un bon moyen pour adapter la FiO2 est de fixer les objectifs de saturation plutôt que d'attendre 8 heures une gazométrie. Il semblerait que moduler la FiO2 pour une saturation pulsée entre 92 et 94% soit un compromis raisonnable tout en comparant régulièrement aux paramètres gazométriques. Enfin, un dernier mot sur les déconnexions et les aspirations trachéales systématiques et souvent inutiles qui doivent être limitées au strict nécessaire afin d'éviter le dérecrutement. Un patient non sécrétant n'a pas besoin d'être aspiré à chaque nurse. Il en va de même du clampage de sonde en cas de déconnexion dont il faut se méfier, notamment quand le patient déclenche. Dans notre service, nous l'avons abandonné car il était souvent mal fait, parfois chez des patients qui peuvent se mettre à tousser. Les conséquences peuvent être catastrophiques avec de nombreux cas de pneumomédiastin rapportés et un bénéfice discutable pour la majorité des malades. Pour terminer, je vous propose de revenir sur les points essentiels que nous venons d'aborder afin de ne pas être délétère pour les patients en SDR. Tout d'abord, la pression de plateau doit être monitorée à chaque tour avec une pause inspiratoire manuelle de 3 secondes et ne doit pas dépasser 30 cm d'eau. La PEP doit être appliquée à tous les patients avec une valeur d'au moins 5 cm d'eau et plus en cas d'atteinte sévère. Le volume courant doit être entre 4 et 6 ml de poids idéal théorique et non de poids réel. Le réglage de la FiO2 doit se faire en continu sur la saturation pulsée avec un objectif entre 92 et 94%. Il faut éviter au maximum les ouvertures de circuits afin de limiter le dérecrutement et éviter les aspirations systématiques et non nécessaires. Et enfin, le clampage de sonde est à proscrire, notamment chez le patient qui déclenche.